Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous propose donc de démarrer ce conseil municipal et on va démarrer donc par procéder à l'appel et je propose que ce soit Moulay Gélal qui procède à cet appel. Bonsoir. Rémi Détang, excusé, pouvoir à Isabelle Pasteur. Isabelle Pasteur. Présente. Moulay Gélal. Catherine Gauzy. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Présent. Kéra Bouziane Laroussi. Kamaï Souvan-Lassi. Annette Malaclay, excusée, pouvoir à Catherine Gauzy. Saturnin Aounou. Denis Rehet. Evelyne Prioni-Vincent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham El-Kret, excusé, pouvoir à Valentin Niaourou. Véronique Bachelard. Céline Froiduro. Sophie Pantier. Présente. Moussa Bamba, excusé, pouvoir à Sylvain Boulogne. Noélie Bingéli, excusé, pouvoir à Sandrine Mutin. Joseph Thomas. Présent. Maëlys Ganhy, excusé, pouvoir à Moulay Gélal. Naïma Comblonge. Benoît Milot. Présent. Virginie Dos Santos. Présente. Sébastien Canquer, excusé, pouvoir à Virginie Dos Santos. Michel Manuelian. Présent. Magid Taïebi, excusé, pouvoir à Monsieur Manuelian. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci Moulay. Donc je propose que ce soit Sandrine Mutin qui soit secrétaire. Cache ta joie là. Je vois que ça lui fait grand plaisir. Et que Johan Lavier soit secrétaire auxiliaire. Bien, donc nous commençons par le point numéro 1, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2024. Y a-t-il des remarques, des interventions ? Non, je n'en vois pas. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2. Ville de Quetigny, solidarité avec la population de Mayotte, subvention exceptionnelle à la Fondation de France. Le cyclone Chido a frappé de plein fouet l'ensemble de l'île de Mayotte le samedi 14 décembre 2024 avec des conséquences dévastatrices pour le territoire et la population. Les rafales observées ont dépassé les 200 km/h. Il s'agit d'un cyclone d'une ampleur inédite depuis plus de 90 ans pour Mayotte. Sensible au drame humain et aux dégâts matériels que cette catastrophe a engendrés, la commune de Quetigny tient à apporter son soutien à la population de Mayotte. C'est pourquoi je vous propose donc de contribuer à soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte avec le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 € à la Fondation de France et de préciser que la dépense donc sera inscrite au budget primitif 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'attribution de cette décision. Y a-t-il des remarques ou des interventions ? Oui, Madame Dos Santos. Oh, ça va aller. J'ai un petit souci de micro. Madame Pasteur, chers collègues, face à la catastrophe qui a frappé Mayotte avec le passage du cyclone Chido, nous ne pouvons rester indifférents. Ce drame a dévasté des milliers de foyers, détruit des infrastructures essentielles et plongé de nombreuses familles dans une détresse absolue. Il est de notre devoir en tant qu'élus, mais surtout en tant que citoyens, de répondre à l'appel de solidarité lancé par l'Association des maires de France et d'apporter notre soutien à cette population durement touchée. La subvention exceptionnelle de 3 000 € à la Fondation de France que nous apprêtons à voter est un geste fort et nécessaire. Il témoigne de l'attachement de Quetigny aux valeurs de solidarité et de fraternité qui doivent guider l'action publique bien au-delà de nos frontières communales. Nous saluons la mobilisation de l'État, des associations de sécurité civile et de tous ceux qui sur place luttent au quotidien pour reconstruire et aider les sinistrés. Nous voterons donc sans réserve cette subvention, tout en rappelant que la solidarité ne doit pas s'arrêter à un geste financier. Il est essentiel de continuer à informer, sensibiliser et, si possible, encourager d'autres initiatives de soutien envers Mayotte et ses habitants. Enfin, nous espérons que cette aide sera suivie d'actions plus larges et pérennes, à la hauteur des enjeux pour la reconstruction et la protection des Mahorais contre de futurs événements climatiques. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?
Je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous en remercie, donc adopté à l'unanimité. Et merci pour eux. Point numéro 3, donc Cœur de Ville, autorisation de cession du lot H, ancien corps de ferme situé 5 avenue du Cromois. Et donc c'est M. Philippe Schmitt, notre collègue, qui va nous la présenter. Merci Madame Pasteur. Chers collègues, notre majorité a toujours pour objectif de faire de l'ancien corps de ferme situé 5 avenue du Cromois un établissement accueillant des professionnels de santé et un projet respectant l'architecture originelle du bâtiment. Les 2 premiers projets n'ayant pu aboutir dans des conditions favorables pour la ville de Quetigny et pour ses habitants, il est aujourd'hui proposé d'autoriser la cession du terrain à la société Osta, affiliée au groupe local Guiton. Il est précisé que cette dernière portera le projet ambitieux de faire de ce site un vrai pôle à usage d'accueil de professionnels médicaux ou paramédicaux, conformément au PLUIHD. En effet, dans une société où il est de plus en plus difficile d'avoir accès aux soins, il apparaît nécessaire pour notre ville de conforter l'offre proposée en la matière sur son territoire. Des dérogations aux dispositions prévues dans la première partie du cahier des charges de cession de terrain seront nécessaires pour 2 raisons. Cette partie 1 est commune et reste inchangée pour l'ensemble de la ZAC, et ces dispositions sont mieux adaptées aux constructions neuves qu'au cas particulier des rénovations, comme par exemple la performance thermique ou le mode de chauffage, mais également certains délais encadrant le planning des réalisations de l'opération. Et un permis de construire a été déposé et obtenu sur ce site, ce qui induit également de modifier les délais pour tenir compte de cette situation particulière, donc procédure de transfert de permis de construire préalable avant dépôt du PC modifié par exemple. Il est également précisé que s'agissant d'un projet de réhabilitation, le compromis de vente et l'acte de cession définitif pourront déroger aux dispositions de la partie 1, ce qui ne s'applique qu'au projet de construction neuve. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver le cahier des charges de cession du lot H joint en annexe 1, dont la deuxième partie est adaptée au nouvel acquéreur. D'autoriser la SPLAD à déroger à la partie 1 du cahier des charges dans des conditions mentionnées ci-dessus. Et d'autoriser la société publique d'aménagement, donc la SPLAD, à vendre à la société Osta ou toute autre entité pouvant s'y substituer le lot H de la zone d'aménagement concerté Cœur de Ville au prix de 130 000 € hors taxe, auquel s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique et dans des conditions mentionnées ci-avant. Et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Philippe. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Dos Santos. Je me permets juste une petite question, parce que c'est la 2e fois que le projet n'aboutit pas pour des raisons sûrement diverses. Et il est noté que la société Office Santé n'a pas répondu de manière satisfaisante aux attentes de la ville et des acquéreurs potentiels. Est-il possible de connaître justement les attentes de la ville et des acquéreurs potentiels pour lesquels ça n'a pas été répondu de manière positive? En fait, pour faire simple, Office Santé n'a pas montré une motivation importante et trouver les arguments pour convaincre suffisamment de professionnels de santé pour que ce projet puisse effectivement aboutir avec eux. Ok, En merci. fait, c'est ça. Monsieur Manuel Lyon. Oui, non, je voulais juste dire qu'on trouve que c'est pas cher, on ne s'est pas vendu très cher, et qu'on aurait préféré que cet immeuble reste public plutôt qu'être vendu au privé. C'est pour ça que nous voterons contre. Ok, alors je rappelle que le prix de vente est inchangé et que c'est quand même la 3e délibération que l'on fait avec le même prix. Mais bon, je suppose que vous aviez déjà ces remarques-là sur les 2 autres délibérations. C'est tout pour vous, Monsieur Manuel Lyon ? C'est tout, oui. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote, qui est avis de voter contre. Donc, sachant que vous avez un pouvoir, donc ça fait 2. Des abstentions, donc je n'en vois pas, donc 2 contre pour cette délibération. Merci. Délibération numéro 4, projet d'ombrière photovoltaïque, approbation du programme et de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération. Et c'est toujours notre collègue Philippe Schmitt qui nous la présente. Donc, la ville de Quetigny est engagée dans un projet d'aménagement de la plaine sportive Mendès France, incluant des aménagements sportifs et la couverture photovoltaïque d'une partie du boulodrome aménagé.
Ce projet a été présenté au conseil municipal du 17 décembre 2024 dans le cadre de la création de l'autorisation des programmes pluriannuels et de l'ouverture des crédits annuels correspondants. Cette opération d'installation des panneaux photovoltaïques sur le terrain du centre sportif et culturel Mont-de-France permettra à la ville de produire de l'électricité verte. Cette électricité sera autoconsommée collectivement et servira essentiellement à couvrir les consommations d'électricité du site, à hauteur de 70% environ. En cas de surproduction à l'instant T, les électrons produits seront injectés dans le réseau Enedis et viendront ainsi se déduire des factures d'alimentation des sites municipaux proches, par exemple le groupe scolaire de la Fontaine-au-Jardin. Et en cas de sous-production à l'instant T, le fournisseur actuel pourra apporter le complément. La diminution de la facture d'électricité permet de répondre aux critères de réduction des factures énergétiques de 40% d'ici 2040, selon les obligations du décret dit décret tertiaire. En effet, les efforts déjà réalisés sur le site, diminution des consignes de température, meilleur usage du site et mise en place d'une gestion technique centralisée, ont déjà permis de diminuer les coûts de 19% environ depuis l'année de référence 2017. La production par photovoltaïque de 70% de la facture d'électricité permettra de gagner 22% supplémentaires sur le coût total des énergies du site. Donc la diminution de la facture sera donc fin 2026 de 41%, et donc avec 4 ans d'avance, la ville de Quetigny remplira ses objectifs 2030 sur ce site. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'adopter le programme fonctionnel détaillé de l'opération conformément à l'annexe 2, d'arrêter le montant total de l'enveloppe financière de l'opération à 500 000 €, d'autoriser M. le maire à engager les procédures adaptées pour la désignation du maître d'œuvre et des entreprises nécessaires à la réalisation de l'opération, d'autoriser le dépôt de toute demande d'autorisation d'urbanisme qui s'avérait nécessaire pour la réalisation de tout ou partie du projet, et d'autoriser M. le maire à signer au nom de la commune tout acte et document à intervenir pour l'application de cette décision. Merci Philippe. Je rappelle, parce que c'était dans aucun document, on en a parlé en commission, mais c'était pas dans les documents, la surface des ombrières photovoltaïques sera de 740 mètres carrés, ce qui est déjà un bel outil. Y a-t-il des interventions ou des remarques sur cette délibération? Donc je n'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Délibération numéro 5, résidence Mosaïque, acquisition de l'emplacement réservé numéro 4 du PLU IHD, parcelle cadastrée AO 52, 53, 148 et 152. Et c'est toujours notre collègue Philippe Schmitt qui nous présente cette délibération. Je vous rassure, c'est la dernière. Bien que ce projet soit d'initiative privée, il incarne notre ambition de créer un cadre de vie épanouissant pour nos aînés en leur offrant un lieu de vie adapté et convivial. La résidence Mosaïque vient ainsi en complément de l'offre déjà existante sur le territoire pour les seniors. Les parcelles qui vous est proposé d'acquérir aujourd'hui ont été inscrites de longue date au PLU-IHD en vue de la réalisation d'une nouvelle voie. Dans le cadre du projet Cœur de Ville, une étude de faisabilité a été réalisée pour la réalisation d'un éventuel parking si les besoins s'avèrent nécessaires. À ce jour, les places de stationnement sur le secteur sont suffisantes, notamment en journée, comme le confirment certains comptages. Nous préférerons donc aménager ce foncier en espace vert et un cheminement piéton pour développer la verdure et les mobilités douces sur notre territoire. Dans ce cadre, il propose au conseil municipal d'autoriser l'acquisition par la ville des parcelles cadastrées AO 52, 53, 148 et 152 d'une surface totale de 1466 mètres carrés pour un montant de 10 000 € et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Philippe. Y a-t-il des interventions? Je vais rajouter quelque chose. Oui, vas-y. J'ai fait tirer deux plans qui prennent en compte, je vous montre comme ça, hein, qui prennent en compte le bâtiment existant, puisque aujourd'hui on voit ce bâtiment bleu et vert, et donc ça vous permettra de voir les parcelles qui sont donc en bleu clair sur le dessin. Voilà, cette remarque. Oui, prenons une de chaque côté. C'est cela, de chaque côté, j'en ai deux. Et chacun pourra visualiser de façon plus précise la parcelle concernée.
Du coup, nous, on n'a pas voté. Hein, donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 6, débat d'orientation budgétaire pour 2025. Alors, le rapport sur les orientations budgétaires que vous avez en annexe est l'occasion pour la municipalité de présenter ses prévisions et ses projets et de les mettre au débat avant le vote du budget. Dans un contexte économique global que nous pouvons qualifier de morose, notons pour la France un taux de chômage qui est annoncé en hausse et une inflation qui devrait se stabiliser. Quant à la loi de finances 2025, elle prévoit plusieurs dispositions pénalisantes pour les collectivités et nous verrons dans quelle mesure Quetigny va tout particulièrement subir les nouvelles contraintes nationales. Le premier coup de rabot budgétaire que nous allons devoir supporter passera par le DILICO, qui signifie dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités. Merci Bercy pour ce nouveau dispositif par lequel les collectivités vont une nouvelle fois contribuer au redressement du déficit public, alors même que nous avons déjà été ponctionnés de plusieurs millions d'euros sur notre DGF. La loi de finances 2025 prévoit donc un dispositif qui ponctionnera toutes les strates de collectivités, mais plus durement encore le bloc local, sans que le montant des collectivités soit publié au moment de l'annonce. Nous apprenons donc la semaine dernière, après avoir finalisé notre DOB, que Quetigny sera contributrice à plus de 40 000 €. Rappelons que la contribution du DILICO est calculée en fonction du potentiel financier et du revenu moyen par habitant. À Quetigny, le revenu par habitant est bien inférieur à la moyenne nationale et pourtant, l'État vient nous ponctionner sous prétexte que notre budget est bien tenu. Dans la série des mauvaises nouvelles prévues dans la loi de finances, notons également la diminution de la dotation de soutien de l'investissement local, ce qu'on appelle la DSIL, que nous sollicitons chaque année, et la baisse drastique du fonds vert dont la mort programmée semble annoncée. Il sera donc de plus en plus compliqué pour les communes de porter des investissements structurants en faveur de la transition énergétique dès lors que l'État se désengage après ses belles promesses et la création du fonds vert. Autre disposition prévue par un décret de fin d'année qui vient produire des effets non négligeables sur notre budget, c'est la hausse imposée des cotisations employeurs de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, et cela pendant 4 ans. Pour la seule année 2025, cette mesure coûtera 110 000 € à la commune de Quetigny. Au regard de ces informations conjoncturelles et en tenant compte des mesures nationales, donc là hors d'hélico, voici une synthèse des prévisions budgétaires pour notre commune, telles qu'elles sont détaillées donc dans le document que vous avez eu en annexe. L'exercice 2025 sera marqué par une progression quasi identique des dépenses et des recettes de fonctionnement, autour de plus 1,5%, consolidant ainsi nos niveaux d'épargne. Du côté des recettes de fonctionnement, en complément de la revalorisation des bases fiscales dont profite l'ensemble des collectivités, notons pour Quetigny la progression de quelques recettes fiscales, dont la TLPE, et la hausse croissante des subventions de fonctionnement liées au développement des services, et notamment la CAF. Pour la première année, Quetigny enregistrera une baisse de ses produits fiscaux en lien avec l'exonération de 30% de taxes foncières pour les bailleurs sociaux du QPV. Notons que la règle est que l'État compense au territoire les exonérations qu'il impose. Cette exonération est une exception puisqu'elle est compensée à seulement 40% du total de la perte de recettes fiscales. Pour Quetigny, la non-compensation coûte 75 000 €. Du côté des dépenses, qui s'établiront à 13,3 millions d'euros en 2025, notons la majoration de notre chapitre dépenses de personnel qui s'explique principalement par la hausse des cotisations retraite, comme évoqué tout à l'heure, et la hausse des subventions versées auprès de nos associations pour soutenir de nouveaux projets ou pour en pérenniser d'autres. Je rappelle que les dépenses de fonctionnement sont nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement de notre collectivité. Ces dépenses nous permettent de rémunérer et de valoriser notre personnel municipal qui, chaque jour, assure le service public de proximité auprès de nos concitoyens. Ainsi, c'est la délivrance de passeports et de cartes d'identité. C'est l'accompagnement aux démarches administratives avec France Service. C'est la gestion de notre 3e lieu, la Parenthèse, avec notamment l'organisation d'animations culturelles. C'est la possibilité pour les enfants de familles les plus modestes de bénéficier d'un repas à 1 € dans nos restaurants scolaires, mais c'est également l'accueil de plus de 260 élèves dans notre programme de réussite éducative. Les dépenses de fonctionnement nous permettent aussi, à travers le financement du CCAS, le soutien aux personnes qui font face à des difficultés.
C'est le Aller Vert grâce aux actions et permanences accueillies au guichet unique et à l'appart-service rue Ronde. Les dépenses de fonctionnement, c'est le travail au quotidien de nos services techniques avec des transformations visibles sur l'espace public, mais également l'ensemble de petites réparations et l'entretien courant que l'on ne perçoit pas toujours et qui est réalisé au quotidien. Les dépenses de fonctionnement, c'est enfin l'ensemble des services rendus à nos associations dans l'organisation de leurs manifestations grâce à l'équipe événementielle. Le budget 2025 portera bien évidemment des investissements, poursuivant la mise en œuvre du programme de mandat 2020-2026. Près de 6 millions d'euros seront consacrés à l'investissement, dont près de 4 millions dans le cadre d'opérations pluriannuelles encadrées par des APCP. Je tiens à souligner ici le signe de la bonne gestion dans la programmation des investissements de la collectivité via ces autorisations de programme. Les 8 opérations structurantes sont détaillées donc dans le document que vous avez en annexe et relèvent d'opérations stratégiques pour notre commune. Nous avons les projets qui viennent d'être livrés, dont le budget 2025 supportera les dernières dépenses qui restent à facturer, avec la parenthèse dont le succès est conforté depuis son ouverture, et la livraison du terrain désormais déconstruit pour accueillir la future école Vatel. Notons les projets d'envergure dans le cadre du programme sportif, avec la requalification de la plaine Mendès France et les aménagements prévus sur le site des Cèdres. Et sur ce point, je laisse la parole donc à mon collègue Valentin qui va vous présenter quelques éléments. Merci Isabelle de me donner l'opportunité de rappeler nos ambitions sur le projet sportif. Comme vous le constatez, la programmation des investissements pour 2025 prévoit un budget important sur nos 2 opérations phares, la requalification de la plaine Mendès France et les réaménagements des sites des Cèdres et les deux, en fait, pour un coût de 2 600 000 euros. Je rappelle que ces projets n'ont pas été pensés pour répondre aux seules attentes des sportifs confirmés. Les rénovations permettent certes d'offrir des équipements de qualité aux sportifs dans les cours de tennis, mais répondent à différents enjeux de société. Le développement de nouvelles pratiques sportives et de loisirs, le beach volley, le basket 3 contre 3, les jeux connectés, le paddle. Il s'agit également de pratiques sportives fortement plébiscitées par les dames. Chaque opération comprend également des espaces de rencontres intergénérationnelles pour favoriser le lien social, des agrès seniors, des jeux d'enfants et une aire de pique-nique sur la plaine Mendès France. Des espaces mêlant loisirs, ping-pong et aires de pétanque sur le site des Cèdres. Enfin, la qualité paysagère des sites et la lutte contre le réchauffement climatique ont été également prises en compte dans les aménagements avec la création d'îlots fraîcheurs et de zones ombragées, dont l'ancien chalet. Fanfare qui sera revisité en pergola. Je tiens enfin à préciser que l'ensemble des équipements sportifs de la plaine Mendès France resteront en libre accès. Un choix politique fort qui est de moins en moins défendu par les municipalités. C'est un choix que nous défendons au nom de la promotion du sport pour tous et de l'équité sociale. Merci. Merci Valentin. Donc je confirme qu'en effet, le libre accès des équipements de la place Mendès France n'a jamais été remis en question et que cette ambition ne se fera pas au détriment de la tranquillité publique. La qualité de vie des riverains a bien été prise en compte dans la mesure où les équipements ne seront plus accessibles à la nuit tombée et avec notamment l'installation de caméras de vidéoprotection sur la plaine Mendès France. Toujours dans le cadre des opérations structurantes, poursuivons avec des projets qui répondent aux enjeux de la transition énergétique, la rénovation thermique des aiguisons, le changement en LED des éclairages communaux, la poursuite des études thermiques et la création de la coulée verte. Et sur ce dernier point, je laisse la parole donc à ma collègue Sophie qui va vous en détailler quelques éléments. Merci Isabelle. Le projet de coulée verte est l'aboutissement de différentes formes de démocratie participative. Et je profite de cette intervention pour remercier tous les habitants qui se sont mobilisés pour participer aux réunions, aux ateliers et s'exprimer au travers des sondages. La coulée verte, c'est tout d'abord une première expérience de co-construction avec un budget participatif de 200 000 € dédié au projet d'aménagement de la plaine des Aiguisons, entièrement pensé par les habitants. Il s'est construit notamment autour de cheminements, d'une placette pourvue d'un kiosque, d'une zone de jeu de bois,
d'un verger expérimental, d'un canicite, lui-même bientôt doté d'agrès d'agility, grâce à un projet porté par un Quétinois dans le cadre du budget municipal d'initiative citoyenne. Vous pouvez dès à présent observer la transformation de la plaine et voir que les habitants, petits et grands, commencent à se l'approprier, et nul doute que d'ici le printemps, ils en profiteront pleinement. La coulée verte, c'est également l'information concernant l'avenir du petit théâtre des Prairies. L'équipe municipale ayant fait le choix de le conserver et d'aménager ses abords pour ouvrir la possibilité d'organiser des spectacles en extérieur. La coulée verte, c'est enfin une expérience de consultation des habitants via 2 sondages et plusieurs réunions pour à la fois laisser aux habitants le choix du devenir du bâtiment Léo Lagrange, mais aussi réfléchir collectivement aux aménagements de la rue des Prairies. Les sondés se sont prononcés majoritairement pour la démolition du bâtiment et les participants ont privilégié les cheminements doux et les espaces renaturés aux places de parking. Je tiens à préciser que les expériences de démocratie participative sont toujours enrichissantes. Ces démarches sont de vrais temps d'échange et de libre expression pour tous les Quétinois. Comme nous l'avons constaté lors des ateliers concernant la plaine des Aiguisons, les attentes des riverains, des lycéens, des parents d'élèves, des enfants sont parfois différentes. La recherche de compromis et les discussions animées font partie de la démocratie, et les ateliers de concertation ont permis d'offrir de nouveaux espaces de débat dont nous pouvons être fiers. Merci Sophie pour ces éclairages et pour ton investissement pour mener à terme les différents ateliers de concertation, mais également les apéros débats. J'ajouterai que la démocratie participative était au cœur de notre projet de mandat et nous pouvons en effet nous féliciter de réconcilier les habitants avec les affaires de la cité et faire vivre la citoyenneté. Notre pays en a bien besoin. Pour conclure, sur le débat d'orientation budgétaire, l'encours de dette au 1er janvier 2025 s'élève à 3,8 millions d'euros contre 4,1 millions l'année dernière, soit 400 euros par habitant. En moyenne, les communes de strate démographique équivalente affichent une dette par habitant de 770 euros. Je réaffirme que notre municipalité tiendra ses objectifs du mandat, malgré les nouvelles contraintes budgétaires imposées par l'État, et que l'atteinte de ces ambitions ne passera pas par l'endettement de la commune, mais par la poursuite d'une bonne gestion de notre budget. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation donc, de ce débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il des interventions? Monsieur Manuel Lian? Oui. Alors, je rappelle effectivement le contexte économique et budgétaire très défavorable. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Enfin là c'est un peu mieux. Oui. La crise profonde des finances publiques provient avant tout quand même d'une diminution des recettes fiscales, 50 à 60 milliards par an depuis 2017, alors que les revenus des catégories les plus riches et les profits des grandes entreprises explosent. Le budget, imposé par 49.3, implique une ponction de 2,2 milliards d'euros sur les collectivités. Des coupes sombres sont opérées dans les aides aux collectivités, comme le DSIL et le Fonds vert dont vous avez bien parlé. Sur les agents de la commune, si l'abandon de 2 jours de carence supplémentaires en cas d'arrêt maladie, qui aurait fait 300 millions d'économies, a été supprimé, la couverture des indemnités maladie à 90% va entraîner 900 millions d'euros d'économies, auxquels on peut ajouter la suppression du JIPA, la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Bref, c'est un sujet exécrable qui aurait largement mérité la censure. Alors, ce qui concerne les priorités municipales, nous les partageons en grande partie, avec quelques interrogations et réserves. Si la parenthèse est une belle réalisation, il y a beaucoup trop de logements, trop denses tout autour, pas toujours de bonne qualité. L'immeuble intergénérationnel, par exemple, souffre de quantité de difficultés. Et apparemment, ces immeubles ont été mal ciblés et il y a peu d'enfants et les classes ferment. Il y a des projets contestables comme le projet Vatel. On parle d'une commune solidaire qui reste cependant en deçà des besoins des plus fragiles et des plus démunis. Nous ne pouvons qu'approuver la refonte des aides et de la lutte contre le non-recours, mais nous regrettons la mise en route trop tardive de l'étude sur les revenus complémentaires municipaux. Compass nous donnera des éléments techniques, mais nous devons faire des choix politiques pour au moins faire reculer la très grande pauvreté. Le retour de Quetigny-Centre comme quartier prioritaire de la ville est une bonne nouvelle, mais il faudra veiller à ce que les 115 millions d'exonérations de taxes foncières dont vont bénéficier les bailleurs sociaux
et qui vont manquer à la commune amènent une amélioration de la qualité des logements et des services aux résidents, en particulier pour l'immeuble Adoma. Par contre, le projet d'aménagement de la plaine Mendès-France est un beau projet. Une commune verte. On voit enfin arriver des panneaux photovoltaïques. Des arbres sont plantés et des micro-aménagements sont installés pour tenter de végétaliser une place centrale trop minéralisée. Mais on ne voit toujours pas arriver l'agenda 30, plus de 4 ans après le bilan de l'agenda 21 et les premières réflexions. La convention signée avec la CEREMA permettra-t-elle de structurer et dynamiser cet agenda ? En termes de tranquillité publique, nous ne sommes toujours pas convaincus par le programme de vidéosurveillance. La démocratie participative, qui est quelque chose d'important, même si c'est un peu un pléonasme, une dynamique est engagée, c'est un bon début avec la forêt urbaine, le verger conservatoire, l'animation de la parenthèse. Pour la plaine des Aiguisons, une bonne démarche a été engagée avec une bonne trentaine d'habitants. Dommage que le budget ait été décidé en petit comité et imposé aux participants. En ce qui concerne les orientations budgétaires, j'ai juste quelques questions et interrogations. Page 14 de votre document, le produit des services est évalué à 60 000 euros. Et dans l'annexe 2 de la page 27, le produit des services est évalué à moins 14 400 euros. Alors, je n'ai pas compris. Alors, sur des questions bien techniques comme ça, je dirais que c'est en commission qu'on peut effectivement y répondre. Mais, oui, non, mais je voulais juste le signaler pareil. Les data centers, pourquoi les nombres de fourreaux occupés ont été moins importants que prévu? Alors, une idée? Si vous voulez que je vous réponde sur les data centers, en fait, c'est par rapport à l'entreprise qui a proposé qui a proposé, quand ils ont tiré leurs différents fourreaux, une certaine convention qui permettait d'avoir une redevance par rapport au tirage de ces fourreaux. Sauf qu'au départ, ils avaient prévu de rémunérer, oui, en termes d'occupation du domaine public de la collectivité, sur l'ensemble des fourreaux tirés. Sauf que comme ils en ont tiré un certain nombre dans leurs tranchées, ça représentait des sommes énormes. Et pour le coup, ils ont revu à la baisse, ils ont souhaité renégocier cette convention pour ne pouvoir payer une redevance à la collectivité que sur des fourreaux occupés, c'est-à-dire sur des fourreaux où réellement la fibre passe. D'accord. Voilà. Et ils peuvent le décider comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une décision de... Alors, dans la mesure où la convention n'était pas encore signée, bien évidemment, ils peuvent nous soumettre une convention modifiée dans le sens qui les arrange. Donc là, la problématique que l'on a rencontrée, c'est que certaines communes, lorsqu'on leur a proposé cette nouvelle convention, ont accepté. Et malheureusement, n'a pas pu se concerter pour peut-être faire un collectif de communes pour, entre guillemets, monter au créneau et qu'on reste sur la version 1, entre guillemets. D'accord. Sinon, c'est quoi cette vente considérable qu'on attend pour l'année qui vient? Sur la DMTO? Oui, la DMTO, oui, voilà. J'ai un doute. Oui. Voilà, en fait, l'extension, la galerie marchande, l'extension de la galerie marchande qui est identifiée avec les magasins Maison du Monde, Darty, etc., a été revendue à une nouvelle personne qui a racheté. Et du coup, dans la mesure où c'est une vente qui est avec un certain montant, effectivement, après la perception pour nous est intéressante en termes de recettes. Oui, d'accord. Dans les dépenses de fonctionnement, on a trouvé une erreur du tableau de la page 17. Alors là, c'est pareil, ce genre de... Non, mais, si on rentre dans le détail en conseil... Il y a quand même 200 000 euros de différence. Ça doit être une erreur dans les additions. En termes de CA 2023, BP page 2024. Page 17, au niveau des prix des énergies? Oui, voilà, oui. Et qu'est-ce qui vous nous il y a une erreur dans les additions. Sur lequel colonne? Sur le CA 2023. Oui.
Les totaux sont de 819 000 et quelques, et en fait, c'est que 597 000. Ah oui. Voilà, puis le BP24... C'est dommage, vous voyez que ce genre de remarques, vous 25. ne nous le faisiez pas en commission, ça nous permettrait de corriger les documents, qu'on puisse après oui, vous... Mais bon, je n'étais pas en commission. Donc... Oui, mais je crois que Majid était présent. Oui, Ouais. mais il l'a pas vu, quoi. Oui. Bah, écoutez, en même temps, on en Bah, prend c'est note pas- parce que nous, on ne ouais. l'avait pas vu non plus. Donc. Oui, non, mais Du coup, je me permets juste de le signaler. Oui. Voilà, sinon, pour les dépenses d'investissement, l'écofinancement au titre de subventions nouvelles, la 1,3 million, ne risque-t-il pas d'être réduit par les coupes sombres du budget de l'État, Fonds vert et DSIL? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre... Voilà. Est-ce que les coupes sombres du budget de l'État ne risquent pas par l'intermédiaire de la diminution du Fonds vert et des DSIL, de gréver les cofinancements qui sont prévus? Alors, dans tous les dans les cofinancements qui sont notifiés, comme dans la mesure où ils sont notifiés, on les touchera. Sur les nouvelles demandes de subventions que l'on peut déposer, oui, il y a un risque à ce que... C'est sur les nouvelles, C'est sur les nouvelles, oui, c'est sur les nouvelles, oui. Ok, voilà, sinon... Et dans les subventions qu'on demande, on reste toujours très prudent quand on les inscrit au niveau du budget. Ok. Mais sinon, en termes des ressources humaines, on constate quand même une baisse des effectifs. Il y a moins 10 emplois en 2025. Il y a moins 17 titulaires en 5 ans. Les catégories C sont... Alors ça, moins c'est quand vous 26 regardez en le 5 tableau ans. en annexe. Oui, oui. Oui, alors Oui. ce qu'il faut savoir, et ça on avait donné également l'explication en commission, ce tableau est un tableau où on indique des chiffres, mais à l'instant T. C'est-à-dire quand vous voyez des chiffres en décembre 2024, c'est des chiffres qui sont affichés sur le mois 2024, sur le mois de décembre 2024. Donc ça veut dire par exemple quand on voit contractuel là où on en voit 45, c'est parce qu'on a eu besoin en décembre d'avoir un taux de contractuel en plus. Mais ce qu'il faut identifier, c'est qu'au niveau des différentes années, à chaque année, on a la photo au mois de décembre, mais qu'entre-temps, c'est fluctuant au niveau des recrutements, des départs, etc. Oui, enfin, Donc, il faut- y a quand même 17 titulaires en moins. Titulaires. En 5 on y- ans. En 5 Non, ans. si vous prenez décembre 2024, on est à 147, et si vous prenez décembre 2025 en prévision, on est à 146 en titulaire. Oui, mais sur 5 ans, il y en a 17 en moins quand même. Oui, mais après, on s'adapte aussi par rapport aux besoins au niveau de la collectivité. Non, mais- Et je rappelle aussi qu'on a eu de la mutualisation pour certains services. Ah oui, avec la métropole. Oui. D'accord. Oui, enfin bon, faut peut-être... on se pose la question de savoir si ça n'a pas aussi un rapport avec le mouvement de grève du 17 janvier. Alors, concernant le mouvement de grève qui a eu le 17 janvier, à l'heure d'aujourd'hui, donc les services travaillent avec Monsieur le maire pour effectivement rencontrer tous les services et tous les agents qui auraient pu être identifiés en souffrance ou en besoin de qualification de leur situation personnelle. À l'heure d'aujourd'hui, cette démarche est enclenchée. Et un rendez-vous est prévu avec le syndicat et une représentation de personnel d'ici fin mars, avec bien évidemment l'objectif que Monsieur le maire puisse apporter des réponses concrètes et factuelles par rapport à cette situation, bien évidemment dans la mesure où on pourra répondre en termes de recrutement ou d'amélioration de la situation de nos salariés. Bien évidemment, on fera le maximum pour y répondre. Mais là, je dirais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas en dire plus, puisqu'on est vraiment dans une démarche déjà de poser les choses et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on recrute, comment, etc. Et ça, les réponses seront données, bien évidemment, d'ici fin mars. Peut-être juste revenir par rapport à certains points que vous avez évoqués. Bon, je dirais comme à chaque fois, vous nous reprochez d'avoir créé des nouveaux logements. Bon, pour le coup, je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même une population qui est vieillissante. Ça, c'est également, je dirais, le national, enfin, en termes démographiques, c'est la tendance nationale. Pas plus tard que tout à l'heure, on a reçu avec Moulet une délégation donc, de parents d'élèves qui se sont émus, voilà, merci, d'une fermeture de classe. Donc ça veut dire que fermeture de classe, à l'heure d'aujourd'hui, il y en avait 3 de prévues sur la ville. Le maire a évité d'en fermer une, mais malheureusement, il y en a quand même 2 qui ferment.
À l'heure d'aujourd'hui, ces fermetures des classes sont aussi cohérentes dans la mesure où les effectifs des écoles sont en baisse. Et quand les effectifs des écoles sont en baisse, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup moins de familles qui viennent s'installer à Quetigny. Et malheureusement, malgré le fait qu'on construise du logement, ce renouvellement de population, à l'heure d'aujourd'hui, ne se fait pas. Donc, oui, c'est bien ce que je disais. C'est à l'occurrence, c'est peut-être parce que les logements n'ont pas été ciblés correctement pour, bien pour évidemment, accueillir si. des Je familles. rappelle que sur la population de Quetigny, on a une grosse majorité de familles monoparentales et que les familles monoparentales ne vont pas sur des logements en T4 ou T5. Et principalement, les logements qui ont été construits, c'est surtout en type T2 et T3. Donc ça répond tout à fait à une demande. Vis-à-vis de de contester le projet Vatel, je rappelle quand même que ce projet permet à la ville d'accueillir une école avec quand même une renommée importante par rapport à un cursus scolaire vis-à-vis d'un métier où il y a une carence dans ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et pour le coup, avoir l'opportunité d'accueillir cette école, je pense que pour la ville de Quetigny, c'est une belle opportunité, aussi bien en termes économiques, mais qu'en termes également d'offres de scolarité vis-à-vis de nos enfants et de nos futurs jeunes. Oui. Par rapport alors je suis contente que vous puissiez nous être favorable dans le fait qu'on regarde l'étude vis-à-vis du revenu minimum garanti. Bien évidemment, si on avait pu aller plus vite dans cette réflexion, on l'aurait menée à terme. À l'heure d'aujourd'hui, l'étude est toujours en cours et on a bon espoir qu'on puisse aboutir sur effectivement quelque chose vis-à-vis de nos personnes en précarité. Concernant le bailleur social, donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, la ville est rentrée dans un quartier QPV. Je peux vous confirmer qu'en avril, il y a un projet d'envergure qui va être entamé donc, au niveau du bâtiment de la rue Ronde, avec ce travail de réflexion par rapport à la réhabilitation du bâtiment est mené en lien avec le bailleur, mais également avec les habitants. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un renouveau sur ce quartier. Concernant, je dirais comme d'habitude, vous pointiez du doigt le fait que la place centrale n'est pas végétalisée. Je rappelle quand même qu'on a planté à l'heure d'aujourd'hui sur la ville, et pas plus tard, quand même plus de 1200 arbres et arbustes. Qu'on a sur la ville également, on est ville labellisée 4e fleur, donc ça conforte le fait qu'on est quand même avec des espaces verts et des coulées vertes qui sont clairement identifiées. Vous signifiez que l'agenda 2030, vous, entre guillemets, vous n'en avez pas de nouvelles, mais là, de la même manière, on y travaille et incessamment sous peu, mais ça Philippe pourra vous le confirmer si vous le souhaitez, on va sortir un document qui va permettre de poser les choses et d'avancer aussi sur cette réflexion. Vous nous faites également la remarque de vidéosurveillance sur la plaine Mendès France. Bon là, on en a déjà, j'avais déjà argumenté sur le conseil précédent, mais je dirais malheureusement, si on prend les faits qui se sont passés avec la petite Louise qui a été assassinée, je rappelle que c'est grâce à la vidéoprotection que son criminel, l'auteur de ce crime a quand même été retrouvé et identifié. Après, à vous de voir si effectivement la vidéosurveillance ne sert à rien. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur toutes les argumentations, mais sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, le budget qu'on a pu élaborer, alors déjà je remercie les services et entre autres Océane Collin qui a travaillé d'arrache-pied pour tenter d'élaborer quelque chose alors même que la loi de finances n'était pas votée, alors même qu'on a eu effectivement des mauvaises surprises par rapport au budget qui a été voté. Et pour le coup, ça n'a pas été simple dans l'exercice. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Oui. Oui. Alors, je vous laisse intervenir, Madame Dos Santos. Préparez vos réponses, ça va être aussi nous comme d'habitude. Sauf que ce sera moi et pas Monsieur Quinqueux. Okay. Donc le débat, le DOP 2025, comme d'habitude, un cap sans boussole, trop de promesses et pas assez de vision. Ce rapport budgétaire 2025 présenté par la majorité municipale ressemble davantage à un exercice d'autosatisfaction qu'une véritable feuille de route stratégique, mais ça, on y est habitué. Derrière des chiffres bien alignés, c'est une gestion à court terme qui domine, sans anticipation réelle des enjeux économiques et sociaux auxquels notre ville doit faire face.
Alors un budget sous perfusion et un avenir incertain, une fiscalité locale qui pèse sur les ménages et les entreprises. Le document met en avant une revalorisation des bases fiscales plus 1,7% sans jamais questionner son impact sur le pouvoir d'achat des Quétinois. À l'heure où l'inflation et la hausse des taux d'intérêt étranglent les familles et les entreprises, où sont les mesures concrètes pour alléger cette pression ? La compensation de l'exonération de 30% pour les bailleurs sociaux en QPV est incomplète, 40% seulement. Qui paiera la différence ? Encore une fois, les habitants, point d'interrogation. Une dépendance inquiétante aux subventions, avec 1,6 million d'euros de subventions attendues, dont certaines hypothétiques. La commune joue aux équilibristes. Que se passera-t-il si ces fonds n'arrivent pas ? La baisse du fonds vert au niveau national menace déjà certains projets environnementaux. L'emprunt prévu de 2 millions d'euros montre que les caisses sont exsangues, malgré une dette communale déjà conséquente. Alors, des investissements électoralistes. Nous parlons d'un effort d'investissement soutenu, mais combien de temps avons-nous attendu ces projets ? Trop longtemps. Et comme par hasard, ils arrivent en fin de mandat, juste avant les élections. La plaine Mendès-France, la plaine des Aiguisons, les cours de tennis. Ces équipements sont-ils réellement à la hauteur des attentes de tous les habitants ? Ont-ils été tous concernés, écoutés et impliqués ? Ou assiste-t-on encore à une communication ciblée, bien huilée, sans prise en compte des vrais besoins ? Et surtout, ces investissements seront-ils pérennes ? Ou comme trop souvent, devront-ils juste tenir jusqu'à l'inauguration et la traditionnelle photo de promotion ? Nous concernant, on ne fait pas des projets pour les élections, on les fait pour les générations. Plaine Mendès-France, plaine des Aiguisons, tennis. On a des idées et on est prêt à les partager. À vous de voir si vous voulez des vraies solutions ou juste des beaux discours. Les vraies priorités pour Quetigny, un cap clair pour l'avenir. Le logement, rendre Quetigny plus attractif et accessible. L'offre actuelle ne répond pas aux besoins des familles et des jeunes actifs en matière énergétique. Il faut accélérer la rénovation des logements anciens et développer une offre intermédiaire entre social et privé. Favoriser l'accession à la propriété pour stopper la fuite des classes moyennes vers les communes voisines. Intégrer plus de services et de commerces de proximité dans les projets immobiliers pour dynamiser nos quartiers. Mais surtout garantir des logements décents. Car vivre à Quetigny, ce n'est pas juste avoir un toit, c'est avoir un logement sans humidité, bien isolé, avec un chauffage qui fonctionne l'hiver et sans nuisibles. Trop de locataires se battent encore aujourd'hui avec des appartements insalubres et des interventions tardives. Et pourquoi ? Parce qu'un monopole de logement social s'est installé et quand il n'y a qu'un seul bailleur principal ou presque, il n'y a pas de concurrence, pas d'incitation à mieux faire. Résultat, des habitants laissés pour compte, des réparations qui traînent et des logements qui se dégradent. Nous devons ouvrir le marché de la location sociale à d'autres opérateurs pour que les locataires aient enfin le choix des logements dignes. Nous demandons une véritable évaluation indépendante des conditions d'habitat avec un contrôle renforcé des bailleurs. À Quetigny, on devrait pouvoir choisir son logement, pas subir son bailleur. La santé, stop aux déserts médicaux. La Tour Elitis est censée accueillir des vrais professionnels de santé, mais avons-nous une vraie stratégie d'attractivité pour les généralistes et les spécialistes ? La ville doit se positionner plus fortement auprès de l'ARS et des réseaux de santé pour obtenir un centre médical municipal et garantir une offre de soins pour tous. Soutenir la création d'un service de télémédecine en lien avec les pharmaciens et les infirmiers libéraux. Le pouvoir d'achat, moins de taxes, plus de services accessibles. Stop aux hausses déguisées des impôts locaux. Maintenir des tarifs accessibles pour tous, pour les crèches, les cantines et les activités culturelles. Étendre l'aide aux familles pour l'accès au sport et aux loisirs au-delà des jeunes, pour inclure aussi les seniors et les personnes en situation de handicap. Travail et activité économique. Quetigny doit redevenir une ville qui attire les entrepreneurs. Nous proposons un véritable plan d'attractivité économique avec des incitations pour les commerces et artisans. Faciliter l'installation des indépendants et des start-up via des espaces de coworking à tarifs préférentiels. Renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec des formations en lien avec les besoins locaux, le BTP, service à la personne et numérique entre autres. Sécurité et tranquillité publique, un enjeu prioritaire. La vidéoprotection ne suffit pas. La prévention et la présence humaine doivent être renforcées. Nous demandons la mise en place d'une brigade de tranquillité publique avec des agents municipaux dédiés à la médiation et à la prévention. Renforcement du partenariat avec la police nationale pour une meilleure couverture des zones sensibles. Création d'une application mobile citoyenne pour signaler les incivilités et améliorer la réactivité des services municipaux.
En conclusion, il est temps d'agir. Ce DOM nous montre encore que la majorité navigue à vue. La gestion actuelle ne prépare pas Quetigny aux défis de demain de manière efficiente. Nous voulons une ville qui investit intelligemment, qui anticipe et qui soutient ses habitants. Nous appelons à un vrai débat sur les priorités à court et long terme et non à une simple reconduction des projets sans vision d'avenir. Nous refusons que les Quétignois soient les oubliés des politiques publiques. Un budget, c'est un choix politique et ce choix, nous le ferons pour l'avenir des Quétignois. Merci Madame Dos Santos. Je dirais, au vu de votre intervention, j'ai plus l'impression d'avoir une liste à la Prévert pour une future campagne électorale et plutôt un programme de campagne. Vous m'excuserez, mais je ne sens pas le côté critique vis-à-vis du débat d'orientation budgétaire et par rapport au projet qu'on a pu vous présenter. Donc, comme vous le dites, je pense que dans la mesure où c'est toujours sur les mêmes sujets, je pense que je ne vais pas répondre point par point par rapport à ce que vous avez annoncé et on verra en 2026 votre campagne électorale pour le coup. En guise de conclusion, donc, je peux quand même confirmer que gérer une commune, c'est faire des choix et définir des priorités. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en choisissant de maintenir des services de qualité. Et ça, je le confirme, à l'heure d'aujourd'hui, malgré toutes vos réprimandes de ce qu'on peut faire en termes de services publics. J'ose espérer que nos agents municipaux ne le prendront pas mal, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont à même de pouvoir desservir, maintenir un service de qualité. On a également des investissements d'avenir par rapport au fait que sur ce projet, enfin sur ce budget-là, on va avoir quand même 6 millions d'investissements. Si on n'avait pas anticipé de se dire qu'est-ce qu'on veut faire sur la ville, on n'aurait jamais pu afficher 6 millions d'investissements. Et je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne mobilise pas le levier fiscal. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le coup. Donc, je vous propose, donc on n'a pas de vote, je vous propose juste de prendre acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, donc qui précède le vote du budget qui aura lieu au mois d'avril. Bien. Alors, après ce débat d'orientation budgétaire, nous allons passer donc au point 7. Contrat grand projet Côte d'Or conclu entre la commune de Quetigny et le département de la Côte d'Or, création d'une nouvelle coulée verte et requalification de la plaine Mendès-France. Le 12 décembre 2022, le conseil départemental de la Côte d'Or a adopté le principe des contrats grand projet Côte d'Or dans le cadre de sa politique active de soutien à l'investissement public. Pour sa part, la commune de Quetigny inscrit systématiquement sa stratégie d'investissement dans une recherche optimisée des subventions, activant les différents leviers de cofinancement. À ce titre, le département et la commune souhaitent conclure 2 contrats Grand Projet Côte d'Or au titre de l'année 2024 pour le soutien financier d'opérations structurantes municipales, la création de la coulée verte et la requalification de la plaine sportive Mendès-France. Concernant donc l'aide au financement pour le projet de la coulée verte, cette demande de subvention est demandée à la hauteur de 248 000 €. Et pour le financement du projet de la requalification de la plaine Mendès-France et de rénovation des équipements sportifs, cette aide est demandée à hauteur de 345 000 €. Il vous est donc proposé d'approuver les contrats Grand Projet Côte d'Or joints en annexes 5 et 6 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats Grand Projet Côte d'Or et tous les actes et documents relatifs à l'application de cette décision. Y a-t-il des interventions ou des remarques ? Et alors oui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on fait des demandes de notification et de subventions, et pour le coup, ces 2 demandes de subventions ont été notifiées. Donc ça veut dire que ces demandes ont été acceptées par le conseil départemental et qu'on va bien les toucher. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Point numéro 8, convention relative à la participation aux activités extrascolaires municipales des enfants résidant à Bressay-sur-Tille. Et c'est notre collègue Moulay-Gélal qui nous la présente. Dans le cadre de la solidarité entre les collectivités, nous avons un partenariat historique avec la commune de Bressay-sur-Tille. Étant donné que cette commune n'a pas d'accueil de loisirs et d'activités périscolaires, elle nous avait sollicité il y a plusieurs années. Et il nous est demandé aujourd'hui de renouveler cette convention pour l'accueil des enfants de Bressay-sur-Tille à l'accueil de loisirs, aux activités collectives pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et à l'accueil jeune pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.
Et ces familles de Bressay-sur-Tille bénéficieront du tarif habitant de Quetigny. Bien évidemment, le tarif extérieur, le surtarif, sera compensé par la commune de Bressay-sur-Tille via la convention qui vous est proposée en annexe 7 ce soir. Donc c'est une convention qui est historique, hein, c'est pas nouveau, et simplement il vous est proposé aujourd'hui en fait d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à la participation aux activités extrascolaires municipales des enfants résidant à Bressay-sur-Tille, jointe en annexe 7, et ce à compter de cette année scolaire pour 2 ans, 2024-2025 et 2025-2026. Merci Moulet. Y a-t-il des questions? J'ai juste 2 petites questions pour Moulet. Oui, on va vous redonner le micro. Oui, c'est bon. Oui, j'ai juste 2 petites questions pratiques. La convention, elle n'est pas encore en vigueur? Parce qu'elle est marquée pour 2024-2025, donc je ne savais pas trop. Elle va intervenir pour 2024-2025. Effectivement, nous avons eu un peu de retard, mais elle s'applique depuis toujours. Et ma question, est-ce que l'inscription pour les habitants de Bressay-sur-Tille sera postérieure à celle des habitants de Quetigny? Parce que quand on prend par exemple les créneaux chez les 11-13, ça se remplit à vitesse grand V. Il y a des Quetignois qui n'ont pas de place. Alors, c'est une séance publique. Bien évidemment, la plupart des communes ont une attention particulière quant à l'accueil des enfants de leur territoire. Et ça reste inchangé, tout en sachant que la consigne, c'est de ne refuser aucun enfant. Alors, sur l'accueil de loisirs, les 3-11 ans, c'est vrai. Sur les 11-13 ans, bien évidemment, priorité est donnée aux enfants de Quetigny. Donc, ils ont une date postérieure. Enfin... Bien évidemment. D'accord, ok. Non, c'était juste Après, technique. Ce qu'on peut peut-être compléter, c'est que sur Bressay, à l'heure d'aujourd'hui, ça concerne très peu d'enfants. Hein. C'est entre une. Non, mais après, je trouve le principe très bien d'accueillir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc, ça ne va pas avoir non plus un impact important par rapport à je sais qu'au centre de loisirs, chez les petits, ça ne pose pas de souci. C'est vrai que chez les 11-13 et les 14-17, il y a un nombre de places limitées pour certaines activités. C'était juste par rapport à ça. Vous imaginez bien de toute façon que les enfants de 11-13 ans, ils essaient d'être en activité entre amis, arrivés à cet âge de la préadolescence. Donc on retrouve surtout les enfants de Bressay-sur-Tille sur l'accueil de loisirs traditionnel, c'est-à-dire les 3-11 ans. Alors après, plus globalement, nous faisons, au cas où, il peut y avoir des exceptions, donc il faut prévoir large sur l'accueil des mineurs à Quetigny. Il serait tenté de venir chez les 11-13 et les 14-17 parce qu'il y a quand même des bons programmes. Merci de le dire. Merci. Nous faisons finalement des choses intéressantes à Quetigny avec notre budget. Sur certains domaines, oui. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9. Ville de Quetigny, adhésion à l'association Conservatoire de France. Et c'est notre collègue Sandrine Mutin qui nous le présente. Peut-être rapprocher le micro, sinon on n'entend pas. Conservatoire de France est une association de... Attends, baisse ton micro parce que sans casser le matériel, si c'est possible. Je recommence. Conservatoire de France est une association de directrices et directeurs d'établissements d'enseignement artistique proposant un espace de débat et d'échange sur les questions d'actualité. Depuis sa création en 1989, Conservatoire de France s'est donné pour objet d'accompagner la mutation des établissements d'enseignement artistique, musique, danse, théâtre. Les actions sont déterminées par des valeurs sociales, de mixité sociale, d'altérité, de justice, d'attachement au service public. Des valeurs éducatives avec l'autonomie, le sens critique, la curiosité, l'adaptation, l'inventivité et la cohérence. Et des valeurs culturelles et artistiques avec l'ouverture, la créativité et le partage. Dans le but de développer ces partenariats, de participer aux réflexions et aux évolutions de l'enseignement artistique et d'être identifié dans le réseau national des établissements d'enseignement artistique, il serait souhaitable que l'école municipale de musique, de danse et des arts adhère à l'association Conservatoire de France. Il est proposé que le conseil municipal approuve l'adhésion de la commune à l'association Conservatoire de France, qu'elle autorise le règlement de la cotisation annuelle fixée à 119 € et qu'elle autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à cette adhésion. Merci.
Merci Sandrine. Y a-t-il des remarques, des interventions? Donc je n'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Juste pour finir, donc vous retrouvez les informations donc, du maire avec des renouvellements d'adhésion aux associations, des sollicitations de subventions, des marchés publics. Vous retrouverez également une mise à disposition de locaux pour une durée inférieure à 12 ans, et ça c'est pour l'association Celtique. Vous retrouverez également une décision budgétaire. Peut-être juste vous préciser qu'elle fait suite à la nécessité d'ajouter donc des crédits au chapitre 014 pour couvrir une dépense non prévue au budget lié au remboursement d'un trop perçu de dégrèvement de la taxe d'habitation pour des logements vacants. Et c'est les services fiscaux qui nous en ont informés donc, en fin d'année budgétaire. Donc là, c'est je dirais une régule comptable en fait. Et vous trouverez également donc, des tarifs municipaux donc, concernant la grande crèche avec les nouveaux barèmes de la CNAF. Voilà, donc ce conseil étant terminé, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc rendez-vous le 8 avril et là on aura justement le vote du budget. Merci à vous, bonne soirée.